j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour vous faire un plus ou moins bilan des derniers mois concernant mes lectures, puisque je ne vous ai pas fait de bilan lecture depuis le mois de juin. Du coup, je me suis dit, plutôt que de vous faire vraiment toutes mes lectures de juillet, août, septembre et octobre, ça faisait un petit peu beaucoup, je me suis dit que j'allais vous parler de mes 10 meilleures lectures des 4 derniers mois. Ça n'a pas été compliqué de choisir parce que j'en avais environ 10 qui rentraient bien dans les entre 4 et 5 sur 5 au niveau des notes. Donc du coup, je vais vous présenter tout ça aujourd'hui. Il y a 8 romans et 2 BD, du coup c'est parti. Je n'ai pas précisé, mais ce n'est pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus, je vais vous les présenter tout simplement parce que je les ai pris comme ça dans la bibliothèque. Je vais vous les présenter comme ça, sachant que j'ai gardé les BD pour la fin parce que je sais que souvent c'est ce qui intéresse le moins. Et du coup, on y va tout de suite avec le premier livre qui est Disgrace de Brittany Setcheri, publié chez Hugo Roman. Si vous me suivez un peu, vous connaissez mon amour pour cette autrice, voilà. Et comme toujours, j'ai passé un excellent moment avec ce livre aussi. Pour vous faire un rapide résumé, dans cette histoire, on va suivre Grace et Jackson. Grace, elle vient de se séparer de son mari. Elle est donc en plein divorce ou séparation. Je ne sais plus s'ils étaient mariés, je crois qu'elle est en divorce. Enfin bref, parce qu'elle a découvert qu'il l'avait trompée avec une très proche amie à elle. Et du coup, elle décide de retourner vivre chez ses parents. Et donc voilà, forcément, Grace, elle est bouleversée par ce qui vient de lui arriver. Elle ne sait pas comment est-ce qu'elle va pouvoir continuer à vivre, comment elle va pouvoir se reconstruire. Pour elle, en fait, elle n'existait que avec son mari. Et au final, elle se rend compte que elle ne sait pas qui elle est, elle, sans lui. Donc voilà, ça va être une histoire de reconstruction. Et du coup, elle va faire la rencontre de Jackson. Jackson qui est un peu l'homme qu'on fuit dans cette ville, c'est un peu l'homme à abattre, le chat noir, voilà. Jackson, il n'a pas eu une vie facile, il a un père qui est alcoolique et qui du coup est connu dans toute la ville pour être l'alcoolique de service, en gros. Et Jackson, lui, il passe pour un homme très froid, très distant, méchant, etc. Alors qu'au fond, il ne l'est pas du tout, bien entendu. Du coup, il va finir par croiser le chemin de Grace. Et c'est lui un peu qui va lui apprendre à se reconstruire, qui va lui apprendre à découvrir qui elle est. Et c'était tellement bien. J'ai pleuré comme dans 3 livres sur 4 de Brittany Setcheri. J'ai vraiment beaucoup aimé, comme toujours. Voilà, c'était... On parle de reconstruction, on a des personnages qui sont torturés, qui sont malheureux, qui ont besoin de l'autre pour se reconstruire, etc. Bref, c'était rempli d'amour, d'émotion. C'était trop bien. Bon, tant qu'à faire, on va continuer avec la même autrice, puisque j'ai aussi lu La Force de Renaître, donc de Brittany Setcheri, toujours chez Hugo Roman. Donc c'est celui qui est sorti en septembre, c'est son tout dernier, et coup de cœur. coup de cœur. Alors pour Disgrace, j'ai pas eu un coup de cœur, mais bon, on était à un 4,5 sur 5. Là, je saurais pas dire en fait ce qui a fait que entre Disgrace et lui, c'est lui qui a le coup de cœur. Mais j'ai adoré cette histoire. Ici, on va faire la rencontre de Yann et Hazel. Hazel, encore une fois, elle a une vie pas facile. Elle vit en fait avec ses parents, mais sa mère se fait battre par son beau-père et refuse de le quitter. En plus de ça, elle est enceinte, donc Hazel voudra à tout prix que sa mère s'en aille pour protéger son futur petit frère ou sa future petite sœur. Mais voilà, sa mère ne veut pas partir et pire, elle lui dit des choses horribles et elle lui dit même que c'est à elle de partir. Du coup, Hazel décide de quitter la maison suite à des menaces également de son beau-père. Et elle va décider d'aller travailler dans la ferme du grand-père de Yann, dans la ferme de Big Po. Elle est prête à tout en fait pour travailler et pour se faire de l'argent, pour pouvoir peut-être aider sa mère par la suite. Du coup, elle est prête à prendre n'importe quel travail, juste histoire d'avoir de l'argent. Et là-bas, du coup, elle va rencontrer Yann. Yann qui paraît très distant au premier abord, qui paraît pareil, un petit peu comme Jackson dans l'autre livre, qui lui lance des pics, qui veut pas lui parler, qui paraît un peu hautain, froid. Et au final, oui, Yann il est comme ça, mais il a ses raisons. Il s'est barricadé derrière des murs pour se protéger parce que lui aussi il n'a pas une histoire facile, parce que ses parents l'ont abandonné parce qu'ils sont tombés dans la drogue et voilà en fait ils vont du coup apprendre à se connaître tous les deux.
Hazel va lui apprendre à faire tomber ses barrières et Yann va l'aider de plein de manières. Et c'était tellement bien. Ils se lancent des pics tous les deux, il y a une tension, etc. Et puis Yann fait partie d'un groupe de musique en fait qu'il a créé avec ses meilleurs amis. Du coup on suit aussi les personnages secondaires, du coup ses meilleurs amis. On suit son grand-père, sa grand-mère qui sont tous tellement adorables. C'était trop bien. J'ai pleuré encore une fois, j'ai besoin de le dire, je ne sais pas. Mais vraiment c'était génial et je vous conseille vraiment de le lire. Bon, on reste encore avec une de mes autrices favorites pour le livre suivant, puisqu'il s'agit de L'As de cœur de Morgane Moncombe, publié chez Hugo Roman. Pareil, il est sorti au mois de septembre et je l'ai lu quasiment dans la foulée. Et j'ai adoré, c'est du Morgane Moncombe. En vrai, je suis très contente parce que donc son dernier c'était En équilibre, que j'avais bien aimé, mais un peu moins parce que c'était du New Way. Celui d'avant c'était Falling Again, j'avais été très déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc de ouf parce que j'avais surkiffé Viens on s'aime et Moi je te fuis et Nos âmes tourmentées. Et du coup j'avais été un peu déçue et celui-ci il remonte dans mon top 3 de mes livres préférés de Morgane. Du coup dans cette histoire on va suivre Rose et Lévi. J'ai eu un bug, pourtant pour le coup je me rappelle jamais des noms mais là je me rappelais. Donc on va suivre Rose et Lévi, on va être dans un univers de poker puisque Lévi est l'un des plus grands joueurs de poker qui existent. Et il va se lancer dans un tournoi pour gagner face à son concurrent de toujours. Concurrent qui était autrefois le concurrent de son père puisque le père de Lévi était un grand joueur de poker. Et selon lui c'est la faute à Tito, donc son concurrent, si la vie de son père a mal terminé et si sa vie à lui a été chamboulée. Et du coup on va le suivre lui, mais on va suivre aussi Rose. Et Rose elle a un don parce qu'elle arrive à lire sur les gens, elle arrive à savoir quand ils mentent, elle arrive à compter les cartes aussi. Et du coup eh bien elle va être un grand atout pour Lévi lors de ce tournoi. Du coup il va décider de l'embaucher et on va vite se rendre compte qu'ils ont tous les deux des secrets, que Rose cache pas mal de choses, que Lévi cache pas mal de choses aussi. Et on va aller de révélation en révélation. Ici c'est pareil, on va suivre aussi des personnages secondaires et notamment Thomas qui est un peu le bras droit de Lévi. Thomas qu'on va suivre dans le prochain livre d'ailleurs de Morgane Moncombe. Voilà, on va suivre son histoire à lui. Et c'était tellement bien, il y a une tension entre eux, ils sont tout le temps en train de se lancer des pics, etc. Et j'ai beaucoup aimé qu'on soit dans l'univers du poker parce que pour le coup je n'y connais rien du tout. Mais Morgane Moncombe nous fait 2-3 pages au début du livre déjà pour nous expliquer un peu comment marche le poker, etc. Les différentes cartes, les différentes choses qu'on peut faire, voilà. Et du coup au final on n'est pas perdu pendant la lecture. Mais ouais, c'était vraiment hyper bien. Et je vous dis vraiment on va de révélation en révélation. À chaque fois j'étais là, non mais non c'est pas possible. Bref, c'était trop bien. Donc je vous le conseille encore une fois. De toute manière, je vais faire que de vous conseiller des livres là, puisque c'est mes 10 meilleures lectures des derniers mois. Donc forcément, c'est quoi des livres que je vais vous conseiller. On passe ensuite sur une suite de sagas, puisque j'ai lu le tome 2 des Accords corrompus, donc Rêve d'envol de Kelly Sinclair, publié chez Bookmark. Et j'avais lu le tome 1 tout début janvier. Je crois que c'était ma première lecture de 2021. J'avais adoré. Ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un premier tome de saga comme ça où je me suis dit waouh, coup de cœur. Vraiment, cette saga, je le sens, ça va être un coup de cœur. Et ça avait été le cas avec le tome 1, vraiment que j'avais surkiffé. Et je m'étais dit, je vais vite enchaîner avec la suite. Bon, il s'avère que j'ai lu la suite au mois de septembre. C'est pas grave, je l'ai lu quand même. Alors j'en attendais beaucoup de ce tome 2 parce que on m'avait dit mais tu vas voir le tome 2 il est encore mieux que le tome 1, il est génial, etc. etc. J'ai eu un peu de mal au début. Je me disais ouais ok mais on tournait en rond et moi j'étais là bon c'est quand que ça avance quoi, c'est quand qu'on repart sur ce pourquoi on est ici quoi. Et puis d'un coup je pense vers, il fait combien? Il fait 360 pages je pense, vers 150 pages quelque chose comme ça, il se passe un événement. Et là j'étais là, ah ouais, d'accord. Et on repart et c'était trop bien. Je crois que je réussirai pas à vous faire un résumé du tome 1 parce que j'ai lu le tome 1 il y a longtemps. Même si je me souviens du coup de l'histoire, c'est compliqué et du coup j'ai peur de vous dire des bêtises. Donc je pense que je vous avais fait le résumé dans un update lecture que j'avais dû vous faire en janvier. Si je le retrouve, je vous le mets dans le petit i.
Et si je l'ai pas, de toute manière, il y a tous les résumés dans la barre d'infos comme d'habitude. Mais sachez qu'on est dans de la fantasy, on suit Olina qui est un personnage badass. On est dans un univers où il y a deux royaumes, un royaume un peu de glace, un royaume où il fait très très chaud. Les deux royaumes sont un peu en guerre, mais ils essaient d'être en paix, mais il y a quand même des conflits, etc. Et c'est tellement, tellement bien. Et du coup, bah, encore une fois, j'ai hâte de lire la suite, en espérant ne pas attendre 9 mois cette fois. Mais je suis vraiment, vraiment très contente d'avoir découvert cette saga. Et on croise les doigts, je lirai bientôt la suite. On passe sur une lecture que je ne m'attendais pas du tout à aimer autant, parce que c'est pas forcément le genre qui me plaît le plus. Mais il s'agit de Aurora Squad de Jay Kristoff et Amy Kaufman. Et c'est publié chez Casterman. Et voilà, je vous le disais, je m'attendais pas à aimer autant parce que la science-fiction c'est pas ce que je préfère. Parce que j'aime bien être dans l'espace, mais pas trop. Et là, mais j'ai tellement, tellement adoré. Je pense que l'un des points forts qui fait que j'ai adoré, c'est qu'on a plein de points de vue différents parce qu'on va suivre tous les personnages de l'escadron Aurora. Du coup, on va suivre Tyler, Scarlett, Kat, Finn, Zilla, Cal et Ori. Et ils sont tous les 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont tous les 7 hyper différents. Et du coup, ouais, je sais pas, j'ai trouvé un petit côté Six of Crows un petit peu où on suit du coup en point de vue alterné les 7. Ils sont tous les 7 très différents. Il y en a qui sont badass, il y en a qui sont un peu perchés, il y en a qui sont drôles. Bref, c'était trop trop bien. Il y a des relations entre eux qui se créent, etc. Des conflits, etc. Et vraiment, c'était génial. Il y a des passages vraiment à mourir de rire, des dialogues à mourir de rire. C'était génial. Je saurais pas vraiment vous faire un résumé, si ce n'est que... donc je vous disais, on va suivre cet escadron, là, Aurora. On va suivre notamment Ori, qui était cryogénisée depuis 200 ans et qui va se retrouver à être réveillée sans vraiment savoir pourquoi. Et on se rend compte qu'il y a pas mal de mystères autour d'elle, qu'elle est peut-être plus importante que ce qu'on pense, et elle va intégrer du coup cet escadron. Et voilà, va y avoir des combats spatiaux, etc. Va y avoir des choses qu'on comprend pas. J'ai trop hâte de lire la suite. Alors pour le coup, j'ai pas encore lu le tome 2 parce que j'attends que le tome 3 sorte. Parce que j'ai pas envie de me retrouver sans rien. Parce qu'apparemment, à la fin du tome 2, on a trop envie de lire la suite. Donc du coup, j'attends un peu. Mais c'était vraiment génial. Je vous dis, j'ai vraiment adoré les personnages. Forcément, il y en a qu'on suit un peu moins, qu'on développe un peu moins. Mais apparemment, ils sont plus développés dans la suite. Mais coup de cœur, j'ai adoré. On passe ensuite à un livre que j'ai lu pour ma vidéo. Je lis les 5 livres les mieux notés de ma palle, vidéo que j'ai postée il y a plus d'1 an. Je n'ai lu que 2 livres dedans pour le moment, mais j'en ai lu 2 quand même, voilà. Du coup, on passe au tome 1 de 6 pieds sous terre qui s'appelle Antrum. C'est écrit par Megara Nolan, c'est auto-édité. Et j'avais entendu parler de ce livre par ma petite Jeanne qui est une grande fan de cette autrice et qui avait beaucoup aimé 6 pieds sous terre. Et il se trouve qu'il faisait partie des 5 livres les mieux notés de ma balle, donc je l'ai lu. Et j'ai adoré. En fait, à chaque fois que je relis des dystopies comme ça, ou des trucs un peu... ouais, des années plus tard, etc. À chaque fois que je lis des romans un peu dystopiques comme ça, j'adore. Et du coup, à chaque fois, je me dis, mais pourquoi est-ce que tu n'en lis pas plus? Et la réponse est, je ne sais pas. Voilà. Le résumé est pas très long, du coup je vais vous le lire parce que j'ai peur de pas vous donner assez envie sinon et que moi le résumé m'avait donné envie. Du coup je vous lis ça tout de suite. Les anciens ont détruit le monde, ils ont forcé l'humanité à descendre sous terre pendant que la terre guérissait, mais la terre n'a pas guéri. Il ne reste pas grand chose de l'humanité, les survivants ont trouvé refuge dans un biodôme souterrain, Antrum. Jalina, 20 ans, a toujours vécu sous terre, elle n'a qu'une vague idée du monde du dehors, encore ravagé par les radiations causées par ses ancêtres. Elle se bat pour devenir médecin et sortir sa famille de la misère. Alors qu'elle échoue une énième fois au concours d'entrée en médecine, une étrange épidémie fait son apparition et décime son peuple qui n'a pas les moyens de se guérir. Car à Antrum, l'oxygène a depuis longtemps remplacé l'argent. Donc voilà, vous l'aurez compris, on va être du coup sous terre dans un biodôme, on va suivre Jalina. Et du coup dans ce biodôme, du coup c'est la dernière phrase qui vous le dit, l'oxygène a remplacé l'argent. En fait, tout ce qu'on a besoin de payer, on va donner de son oxygène. Pour manger, on va devoir donner de l'oxygène notamment. En fait, ils sont obligés de se déplacer toujours avec des cartouches d'oxygène sur eux. Et ils vont pouvoir en gagner en travaillant, mais
suivant en fait le niveau dans lequel ils sont dans le biodôme, ils vont gagner beaucoup moins. Bien sûr, c'est une dystopie, hein, donc les plus riches gagnent mieux et les plus pauvres, voilà, sont délaissés. Et du coup, voilà, on va suivre Jalina, et notamment pendant cette épidémie qui fait rage. Et Jalina, elle va essayer de comprendre d'où vient cette épidémie, qu'est-ce qui se passe, et elle va essayer surtout de sauver ses amis et sa famille. J'ai pas envie de vous en dire plus, parce que voilà, le résumé n'en dit pas plus, mais c'était vraiment génial, j'ai adoré. Que ce soit voilà, le contexte de base avec ce biodôme sous terre, l'oxygène qui est remplacé par l'argent qui est remplacé par l'oxygène, pardon. Et ça va bien plus loin que ça parce qu'on va suivre Jalina bien plus loin que ça, et c'était trop bien, je vous le conseille vraiment, vraiment, vraiment. C'est un diptyque, il y a 2 tomes et j'ai hâte de lire la suite. Et voilà, si vous avez envie de découvrir une auteure auto-éditée, de la soutenir, n'hésitez pas parce que vraiment c'est génial. Encore dans le cadre d'un challenge, j'ai fait une bonne découverte, mais cette fois-ci c'est le challenge que je me suis lancé avec Tess et Lisa, qui m'ont choisi en fait 5 livres dans ma palle chacune, et moi je leur ai choisi à chacune 5 livres dans leur palle, etc. etc. Du coup, au final, on avait toutes 10 livres à lire avant la fin de l'année, normalement, hein, mais voilà, on s'est dit qu'on allait continuer plus loin parce qu'on n'a pas fini. Et du coup, l'une d'entre elles, je crois que c'était Lisa, m'avait choisi Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie de Virginie Grimaldi. Du coup, c'était mon 2e Virginie Grimaldi et j'ai tout autant aimé que le premier qui était Il est grand temps de rallumer les étoiles. Encore une fois, on est... je dis encore une fois parce que j'ai l'impression que c'est ça avec tous les Virginie Grimaldi, même si moi je n'en ai pas lu d'autres, mais c'est ce que j'en entends parler partout. On est sur un condensé d'émotions et de réalisme en fait. On est vraiment sur des histoires qui sont vraies, avec des sentiments qui sont vrais, et c'était vraiment, vraiment, vraiment hyper bien. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Pauline. Pauline vient de se faire quitter par son mari Ben, et du coup elle se retrouve à retourner vivre chez ses parents avec son fils de 4 ans. Mais Pauline, elle refuse cette rupture, en fait pour elle c'est impossible, ils peuvent pas se séparer. Et du coup elle va décider d'envoyer à Ben des lettres où elle lui rappelle des souvenirs de ce qu'ils ont vécu, en espérant pouvoir voilà, lui rappeler les bons souvenirs et peut-être raviver la flamme. Et du coup, bah, à côté de ça, donc on va suivre ses lettres, et on va la suivre aussi, elle, qui va partir en vacances avec sa famille, en fait, dans la maison de vacances, avec ses grands-mères, avec son frère, sa soeur, ses parents, son fils. Et voilà, en fait, on va la suivre sur sa vie de tous les jours, sur sa reconstruction, sur les petits moments passés en famille, sur les petits secrets de famille. On va suivre vraiment tout son processus de reconstruction, et on va découvrir aussi que parfois les bons souvenirs ne suffisent pas, et que parfois la vision que nous on a d'un souvenir n'est pas forcément la même pour l'autre, que parfois on a peut-être omis certaines choses inconsciemment ou consciemment, et c'était vraiment hyper bien. Je vous dis vraiment, c'est... ouais, c'était fort en émotion, c'était simple, c'était bien en fait, vraiment. J'ai ressenti ça avec mon premier Virginie Grimaldi déjà, et je le ressens encore, et ça me donne vraiment envie d'en lire plus parce que c'est vrai, c'est frais, c'est fort, c'était bien, c'était vraiment vraiment bien. Et enfin le dernier livre, après j'ai encore 2 BD à vous présenter, mais le dernier livre dont je vais vous parler, c'est le tome 1 des McCoy de Alexiane Thiel. C'est publié chez Hugo Roman. Et j'avais très hâte de lire ce livre. Alors faut savoir qu'au début, donc on va dire l'année dernière, quand Mélina l'a lu, notamment ma copine Mélina, ça me faisait pas envie, mais vraiment pas. J'étais là, ouais, truc en Écosse avec des clans, je sais pas trop, ça me donnait pas envie. Et puis entre temps, j'ai commencé à regarder Outlander. Et puis entre temps, je suis devenue fan d'Outlander. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai envie de retourner en Écosse, j'ai envie de lire ce livre. Du coup, je me suis lancée dedans et j'ai surkiffé, mais vraiment, c'était tellement, tellement bien. Pour ceux qui aiment Outlander, vraiment, pour moi, c'est obligé que vous aimiez ce livre. Personnellement, quand je lisais, j'avais vraiment l'impression d'être dans Outlander. Dans ma tête, l'héroïne, c'était Claire, et Caleb, du coup, l'homme qu'elle rencontre, c'était Jamie. Vraiment, il n'y avait pas de différence dans mon esprit. Et pourtant, des différences, il y en a, puisque cette histoire, elle ne se passe pas en 1700 et quelques comme dans Outlander, mais elle se passe de nos jours. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre Phèdre et Caleb, et on va suivre notamment Phèdre qui est parti à Édimbourg pour faire ses études, mais surtout pour respecter les dernières volontés de son père qui était écossais. Et elle va se retrouver propulsée en fait dans
plus ou moins propulsée dans le passé, un peu comme Claire, sauf qu'on est toujours dans le présent. Je sais pas si c'est très clair. Mais en gros, elle va se rendre compte qu'en Écosse, eh bien, il y a toujours des clans, mais qui sont un peu cachés. En fait, Fed se retrouve vraiment dans une Écosse qui semble ne pas avoir évolué avec des règles très archaïques en fait. On est toujours sur des histoires de clans, des histoires d'honneur, de possession, et elle comprend pas parce que vraiment elle a l'impression d'être dans un autre monde. Et moi en fait, pendant ma lecture, j'avais vraiment l'impression d'être au moment de l'époque de Outlander en fait, et de ne plus du tout être en 2000, dans les années 2000. J'avais vraiment l'impression d'être partie ailleurs, si bien même que quand parfois on nous disait que un tel mettait son jean ou un tel sentait son téléphone vibrer, moi j'étais là. Quoi? Son téléphone? Mais pas de téléphone en fait à cette époque. Et si, en fait si. Et du coup alors on va suivre Phèdre qui va se retrouver mêlé un peu contre son gré à ces histoires de clans. Et qui va se retrouver être mise sous la protection de Caleb. Caleb qui est un rustre au premier abord, qui est, clairement si vous avez vu Outlander, c'est un peu le Jamie du début, mais en plus froid et peut-être un peu plus méchant. Et c'était tellement bien, du coup on va suivre, voilà, on va suivre l'histoire de Phèdre. Phèdre qui va découvrir que son père n'était pas un homme comme les autres. Elle découvre l'histoire de son père, l'histoire de sa famille, et qui va se rendre compte qu'elle a un rôle à jouer aujourd'hui dans tout ça. On a aussi également des mystères autour de Caleb, etc. Et j'ai adoré l'histoire qui se crée entre eux. Bien sûr, c'est une romance, mais c'était tellement bien. Je vous dis, vraiment, j'avais l'impression d'être dans Outlander, et c'était tellement bien. Je sais même pas comment vous donner plus envie. Alors, je sais que y a notamment une scène, plusieurs passages, mais notamment une scène, qui sont problématiques pour pas mal de gens, parce que ils comprennent pas comment, dans les années 2000, etc., on peut écrire ça et comment ça pourrait se passer comme ça. Moi, je l'ai pas vu comme ça, parce que comme je vous dis, dans ma tête, j'étais en 1700 avec les codes, les coutumes de 1700, même en 1700, je côtoie pas que certaines choses se passaient comme ça, notamment auprès des femmes, et de comment étaient vues les femmes et comment on les traitait. Mais j'étais vraiment là-dedans, et du coup, j'ai pas vu ce côté dérangeant, mais je sais que ça peut déranger. Mais bref, du coup voilà, c'était vraiment bien, et j'ai hâte de lire la suite, même si apparemment le tome 2 est un peu moins bien. Le tome 2 est toujours sur Phèdre et Caleb, et le tome 3 et 4 sont sur d'autres personnages qu'on rencontre ici. Mais c'était tellement bien. Caleb dans mon cœur forever. On en a fini avec les romans, on va donc pouvoir passer au BD, avec notamment le premier tome de Nin, de Darlo et Pilet, c'est publié aux éditions Kenes. Et j'ai adoré, je m'attendais pas à autant aimer, bon déjà parce que je trouve cette couverture un peu sombre, etc. Alors les dessins me plaisaient, mais bon voilà, je m'attendais pas à aimer plus que ça. C'était trop bien, j'ai adoré. Je reproche souvent au premier tome de BD d'être trop rapide ou d'être trop court. Et ici, j'ai pas ressenti ça, pourtant elle fait 57 pages, donc comme les autres BD en principe. Du coup on va suivre Nin. Nin qui a été retrouvée quand elle était enfant dans le métro, abandonnée. Et Nin qui a une passion du coup pour les métros, pour les souterrains. Ça la passionne, et un jour elle va rencontrer un homme un peu étrange qui voit des choses qu'elle ne voit pas. Et peut-être qu'à un moment donné elle va se mettre à les voir aussi. Et bref, du coup elle va aller un peu dans ces souterrains, elle va creuser, elle va essayer d'avoir des réponses sur son passé, sur son histoire. Et voilà, on est sur du fantastique. C'était trop bien, vraiment c'était trop bien. Déjà j'ai bien aimé le fait qu'on soit dans le métro, je trouve que c'est pas commun, et vraiment on est plongé au cœur des métros parisiens. Et malgré que ce soit un premier tome, on avance quand même, sans que ce soit trop rapide non plus. Mais on a des réponses, on a de l'action, et ouais, c'était vraiment chouette. Et enfin, la dernière BD que j'ai surkiffé, c'est le tome 2 de Olive de Vero Caso et Lucie Mazel, publié chez Dupuis. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1 de cette BD, j'avais dû vous le présenter en update, je ne sais plus. J'avais bien aimé le tome 1, mais j'étais restée sur ma faim, tout simplement parce que quand j'avais acheté cette BD, quand j'ai découvert cette BD, en fait, une libraire m'en avait fait un résumé, et elle m'avait donné hyper envie, du coup je l'avais acheté. Sauf que, en fait, elle m'avait fait le résumé quasiment du tome 1 entièrement. Et du coup, quand j'ai terminé, j'étais là. Ah oui, mais du coup, en fait, c'est tout ce qu'elle m'avait dit, la dame, mais du coup, on va pas plus loin.
Bref, du coup j'étais un peu frustrée, donc j'avais hâte de lire cette suite. Et j'ai trop aimé. J'aime toujours autant les dessins qui sont à tomber par terre. Et du coup, pour vous faire un rapide résumé, dans cette histoire, on va suivre Olive. Olive qui a tendance à être un peu dans la lune, dans sa tête, dans sa bulle, et qui va se créer un monde justement dans sa bulle, dans son esprit, un monde imaginaire, où elle se réfugie quand ça va pas, ou quand les gens l'ennuient autour d'elle, etc. Je ne sais pas si l'autrice a voulu faire d'Olive une adolescente autiste ou pas. Ça y fait un petit peu penser dans le sens où elle est dans sa bulle, elle est très solitaire, elle est très renfermée. Et il va se passer des choses qu'elle va pas forcément comprendre. Je vous dis pas quoi parce que du coup sinon vraiment je vous fais le même résumé que la libraire m'a fait et je vais vous frustrer si vous lisez le tome 1, voilà. Mais du coup il va y avoir des choses un petit peu bizarres qui vont se passer dans sa bulle, des choses qui se passent dans la vie réelle, etc. Et dans ce tome 2, on en apprend beaucoup plus, on comprend beaucoup plus ce qui se passe, on en apprend plus sur l'histoire d'Olive, sur son passé. Et c'était vraiment hyper bien. Du coup, j'ai encore une fois hâte de lire la suite. Le tome 3 est sorti il y a très peu de temps. Et c'est une série en 4 tomes. Donc j'ai vraiment hâte. Et ouais, encore une fois, une super lecture. Et voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a plu. J'espère que ça vous aura fait voilà, un petit rattrapage de mes lectures des derniers mois. De toute manière, si vous voulez vraiment avoir mon avis sur toutes mes lectures des derniers mois, je vous invite à aller sur mon compte Instagram puisque j'ai tout chroniqué là-bas, voilà. Je vais essayer vraiment de reprendre les bilans lecture chaque mois, voilà. Là on est le 20 novembre, donc j'aimerais bien vous faire un bilan du mois de novembre, même si j'ai lu que 4 livres, enfin 2 livres et 2 BD. Voilà. Mais je vais vraiment essayer de reprendre les bilans. En attendant, dites-moi si vous avez lu certains de ces livres, si pour vous aussi ça a été de très bonnes lectures ou pas, si au contraire vous n'avez pas aimé. Dites-moi aussi, si vous voulez, quelles ont été vos dernières bonnes lectures, votre dernier coup de cœur peut-être. Et en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous dis à bientôt. Salut!